Dernière plénière de cette 7e université buissonnière à La Rochelle. On va commencer par ce qui nous tient le plus à cœur, les remerciements. Voilà, parce que nous avons pris le temps d'avoir des interventions éclairantes, de réfléchir, de mettre en perspective nos métiers. Mais avant tout, ce que nous voulons, c'est pousser des cris du cœur. Je laisse la parole à Bruno. Et comme d'habitude, juste avant les remerciements, deux petites choses qu'on devait vous dire. Dans le cadre de la grande fédé régionale Grand Rue qui se développe, on a commencé ce qu'on discute depuis 2 jours, c'est avant les SODAR, c'est l'observation participative et partagée, qui commence en Nouvelle-Aquitaine, qui a déjà commencé depuis un moment, mais qui se poursuit avec l'agence régionale en Nouvelle-Aquitaine maintenant, basée à Poitiers. Vous avez vu une carte dehors, dans le hall, une cartographie de tous les lieux artistes, lieux de diffusion, production qui existent en Nouvelle-Aquitaine. C'est pas fini, ça continue, ça s'est poursuivi tous les 2 jours, et on vous encourage vivement à contribuer. Voilà. Et c'est par Internet, c'est par envoi, c'est par adhésion aussi, c'est comme ça qu'on vous connaîtra. Sinon, juste avant les remerciements, vous avez pu voir dans les interstices de l'Université buissonnière les interventions d'Aline et compagnie, qui vont d'ailleurs continuer dans pas longtemps. Alors, je ne les... Non, pas trop quand même, parce qu'ils n'ont pas fini de travailler. Je ne les remercie pas parce qu'ils travaillent d'ailleurs. Qui d'ailleurs sont aussi des gens, ils font des interventions comme ça en salle, mais c'est aussi des gens qui travaillent dans la rue parfois. Hein. Ils ont un spectacle qui s'appelle d'ailleurs In Situ, qui est une promenade à station. C'est un chemin de croix finalement, comme d'autres spectacles d'ailleurs, mais celui-là encore plus, où c'est le public qui leur dit où ils vont jouer. Mais il faut voir ça. Voilà. Et puis vous avez pu voir aussi hier le petit bal de M. Larsen et ses complices qui continuent son chemin. Et voilà. Et c'est maintenant les remerciements. Et d'abord, nous voulions remercier Jérôme, Juliette, Valérie, Charlotte et Élodie qui œuvrent à l'année auprès de nous, quotidiennement, dans la fédé nationale et dans les fédés régionales. Et je crois que c'est une première chose très importante. Et remercier particulièrement aussi Maxence... C'était pas maintenant. Remercier aussi très particulièrement Maxence et Léla, qui ont œuvré tout aussi quotidiennement depuis 3 mois à partir du pont du Knard pour cette UB. Bon, je continue sur les remerciements. Donc, on va remercier tous les partenaires qui ont si bien assuré en divers endroits l'Université de La Rochelle, et en particulier la Flash, son personnel qui nous ont ouvert les portes, et puis la MDE, parce que c'est quand même parti de là, et toute son équipe, donc Catherine qui est là, et puis Jérôme, Solène, Thierry, Cécile, voilà, c'est une super équipe, et on a bien de la chance de les avoir à La Rochelle. Après, on veut aussi remercier Laurent et les étudiants du master. Donc, je me suis renseignée, c'est direction ou établissement de projets culturels, voilà, qui vont être les rapporteurs et qui nous ont suivis dans nos ateliers. Et puis aussi Cédric et son équipe d'étudiants qui étaient à la captation vidéo. Voilà, et ça aussi, c'était précieux. L'auberge de jeunesse de La Rochelle. C'était pas mal, la petite terrasse avec les huîtres là sur le port. Et Gargamel et son équipe du catering, parce qu'ils nous ont bien régalés. Voilà. Je vais continuer les remerciements. Alors,
J'ai eu la chance de recevoir aussi beaucoup de retours enthousiastes des uns des autres. Donc, je vais essayer de vous redonner cette énergie et cette fraternité que l'on m'a redonnée. Alors, au niveau de ces cris du cœur et des remerciements, les bénévoles engagés, volontaires, militants, passionnés, la Fédération régionale Grand Rue et son CA qui a eu l'audace de s'emparer de cette université buissonnière pour nous l'offrir, nous la partager ici à La Rochelle, à la déco, aux consignes au bar, aux navettes, aux huîtres, aux apéros, à l'apéru, à ces jeux sur la terrasse qui ont été très prisés, au café, et particulièrement à Laure sur la coordination pour cette université buissonnière. Vous avez fait un super boulot, bravo! Ces 2 jours qui nous ont fait du bien, pour lesquels je remercie aussi les intervenants des plénières qui se sont mobilisés, qui sont venus gracieusement, parfois avec plusieurs heures de transport, plusieurs milliers de kilomètres au compteur. Patrice, Luc, Laure, Janie et Jeannette, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier les animateurs, les rapporteurs et les référents des ateliers qui se disent prêts à aller au-devant des chantiers pour continuer à les faire avancer, à les partager, à les transmettre à l'ensemble de la profession pour qu'ils existent. J'aimerais aussi remercier les membres du CA de la Fédé nationale, et oui, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur journée pour y aller, pour venir sur toute l'année. Je voudrais remercier vous tous qui avez participé. On se retrouve à la prochaine AG qui est le 30 mars à Nanterre. Il y aura une demi-journée avant consacrer une formation sur le 1%. Et j'aimerais également... la prochaine université buissonnière sera à Metz, en tout cas soit organisée par la FAREST, la Fédération régionale de l'Est. Pour conclure, peut-être qu'il y aura des huîtres ou pas. Pour conclure, en fait, je vais être très émue pour donner un grand merci à Juliette, qui donc va quitter la fédération pour de nouveaux parcours, de nouveaux projets. Et voilà, donc la remercier de la part de l'ensemble de la profession pour le temps, l'investissement donné. Parce qu'on est une sacrée bande de clowns et que c'est pas tous les jours facile de nous avoir au quotidien en face. Juliette restera avec nous jusqu'à mi-février, mais vu qu'on est tous ensemble, c'était l'occasion de lui offrir quelques fleurs, un bouquet printanier pour continuer à pousser. Voilà, plein de belles choses, Juliette. Tu veux dire un mot, Juliette ? Je n'ai pas trop préparé, mais je voulais vous dire que ça a été une année très très riche en belles rencontres. Que voilà, je suis arrivée à la Fédé parce que y avait plein de beaux combats à mener. On en a mené certains, pas tous, on n'a pas fini. Il y a plein de choses qui restent à faire, mais voilà, je trouve ça très très beau ce qu'on porte et ce que on va continuer à porter chacun de son côté, peut-être ensemble, moi dans mes autres projets, puis vous au quotidien, dans votre travail et dans tout ce que vous faites. Donc voilà, moi je garde un lien très spécial avec les arts de la rue.
l'espace public et la création artistique et tout ça. Et j'étais très fière de partager ces moments-là avec vous. Bravo, et puis à bientôt sans doute, très certainement. Et je laisse la parole à Marie pour la restitution des ateliers. Ok, alors moi je vais juste vous demander d'être super tolérant et patient avec le groupe d'étudiants constitué des étudiants de La Rochelle et des étudiants de Paris qui vont nous faire cette restitution. En fait, on s'est dit pour l'année prochaine, je pense qu'on ne sera pas à cet endroit-là, alors on s'est dit pour l'année prochaine que ça serait chouette qu'il y ait à chaque fois un pro et un étudiant qui rapportent, que ça serait sûrement plus efficace et voilà, que ça éclairerait les propos à des endroits différents. On a choisi de restituer ce qui s'est passé, pas par atelier parce que ça aurait été très redondant, mais par thématique. Et donc je vais passer tout de suite la parole à Loredana et Stéphane pour nous parler des droits culturels. Voilà, le premier atelier. C'est ça. Tu commences ? Donc on commence par le groupe 5 et pas par le groupe 1 parce que... L'atelier. T'as rien compris. Ah, l'atelier, mais par le groupe 5 de l'atelier 1. Non. Par l'atelier 1, on commence par l'atelier 1. Il n'y a rien compris. Mais vous m'aimez quand même. Donc l'atelier 1, c'était sur les droits culturels, bien sûr. Donc après avoir dans chaque groupe tenté et essayé et lu sûrement la déclaration de Fribourg pour se remettre bien en tête les éléments écrits sur les droits culturels, le constat qui est sorti dans les différents groupes, c'était que c'était ça s'entend, c'était un bon outil. C'était quelque chose qui nous donnait, je lis, des billes pour les élus sur les questions de sens. Je pense que c'est dans l'idée de pouvoir argumenter des choses qu'on argumente déjà sur le terrain, mais là, de les argumenter avec des propos qui sont remplis et même lourds de sens, comme les droits de l'homme et les droits culturels. C'est ça ? Il remet, les droits culturels permettent aussi de pouvoir répondre parfois et de remettre en question le côté animatoire et événementiel que parfois, ou voire souvent, nous colle un petit peu dans les démarches culturelles des villes. C'est bon ? C'est toujours très difficile de reporter tout ce qui s'est dit, non ? Et sinon, je peux le chanter peut-être. Les droits culturels permettent de renouer, de mettre en place un écosystème dans lequel le lien entre les personnes et le collectif trouve toute sa place. Ça, je dis ça, je ne sais pas qu'est-ce que je dis. Je pense que c'est l'histoire de l'écosystème, le fait de pouvoir le définir nous permet de comprendre dans quoi on est, où on peut se situer et comment on est en interdépendance avec les personnes et pas seulement les élus, mais et surtout les personnes appelées publiques ou personnes qui regardent ou spectateurs. La remise en question, les droits culturels remettent en question le concept de non-public, des personnes qui ne vont pas voir des spectacles. Donc, ils questionnent l'accessibilité au spectacle, et tu disais qu'il y avait même eu une proposition, une idée pourquoi à un moment donné on a enlevé les taxes et les gabelles dans les rues, dans les voies. Avant, pour rentrer dans une ville, on devait payer un impôt au roi ou au seigneur. On les a enlevés. Pourquoi on n'enlèverait pas le paiement de tous les lieux culturels, spectacles, musées, scènes, musique et tout? Voilà, il y a eu ça. Hein? C'est carrément Andrac qui a dit ça. Est-ce que vous l'avez enregistré?
puisqu'il venait aussi du constat, parce qu'on a compris que les droits culturels n'empêchaient pas la création des œuvres, mais les œuvres contribuaient à alimenter l'œuvrage, comme il nous a dit Patrice le premier jour. Le constat que l'accès aux œuvres est et continue à rester restreint, même aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu aussi un questionnement au sujet des droits culturels et de la personne. Quid de la question du genre, c'est ça? Et ça, je n'ai pas compris, donc je ne vais pas vous mentir. Et ce que je voudrais ajouter, si vous me le permettez, c'est une phrase qui a été écrite à la sortie d'un des groupes, qui était, je vous la lis, hein, la capacité de chacun à s'approprier l'espace public permet la mise en commun de l'intime pour créer une culture en mouvement. Les œuvres servent comme des repères sur notre cheminement. Vous trouvez ça beau? Donc moi de mon côté, toujours sur les droits culturels, je suis sur la partie en fait qui est plus de l'ordre un peu des réserves ou des questionnements qui se sont posés qui ne vont pas dans le sens donc, forcément positif des droits culturels. Tout d'abord le fait que ça reste une notion assez floue, même si elle est écrite dans le marbre sous forme de loi, ce genre de choses-là, ça reste quelque chose qui est relativement flou, relativement technique et que beaucoup de gens ont du mal à s'en saisir quand ils ne sont pas eux-mêmes techniciens administratifs et très compétents sur ce genre de dossier. Cela rend donc la chose assez compliquée pour passer de la théorie à la pratique, donc le fameux droit culturel en action, qu'on se pose pas mal la question de comment faire pour passer donc, de cette théorie à la pratique. Et donc, en fait, j'aurais dû réécrire tes notes, Charlotte. Tu avais raison. J'ai du mal à te relire. J'ai des pistes qui existent, tout ça, gna gna. Donc, en gros, ils disent qu'il y a... En gros, de ce que j'en comprends dans cette espèce de phrase, c'est qu'il y a des pistes qui existent, donc qui existent déjà, qui ont déjà été mises en place, et que ni plus ni moins, ça pourrait permettre de faire une sorte de jurisprudence et de s'appuyer dessus pour, faire en sorte qu'il n'y a pas évidemment de solution en soi, mais qu'il faut analyser au cas par cas les choses qui ont été faites dans ce cadre droit culturel, pour pouvoir ensuite voir comment s'en saisir, nous, dans notre domaine respectif, et comment pouvoir les appliquer autant que faire se peut. C'est pas grave. Je suis pas pire que meilleur truc. Et il y a une très très belle phrase d'un directeur de festival un peu connu qui était présent sur cette université buissonnière qui a dit « Avant il y avait la Bible, maintenant il y a les droits culturels ». Voilà. Parce qu'il considérait qu'il y avait un côté comme ça un peu chose qui descend du haut. Il y a aussi eu donc des réactions par rapport à l'intervention donc du monsieur de la plénière, donc Patrice, que pas mal de gens ont ressenti comme une sorte de discours moralisateur sur justement les droits culturels, qui serait une sorte de nouvelle Bible à appliquer et à mettre en place. C'est pas très clair, hein, mais bon. Il y a une sorte de questionnement qui se pose sur ces droits culturels par rapport au retour de la morale et donc des problèmes de l'autocensure qui peut se faire ou de la censure tout court, qui a été posé, qui a été mis en avant, avec une réponse qui a été rappelée que la liberté de création existe aussi et qu'il va falloir donc trouver un juste milieu entre les droits culturels de certains et ceux des autres pour trouver donc la capacité à mettre en application ces fameux droits culturels. Et donc, quelle médiation mettre en place par rapport à des œuvres qui pourraient faire polémique, et comment aussi préparer le public. Donc la question qui a été soulevée dans certains groupes aussi, c'était de savoir si c'est de la responsabilité de l'organisateur de préparer les publics à des spectacles qui pourraient être limites au niveau tentative de censure ou de je ne sais quoi, ou alors est-ce que c'est de l'ordre de l'artiste de faire quoi que ce soit. En gros, ce sont des questions comme ça qui ont été posées auxquelles il n'y a pas eu franchement de réponse très très concise apparemment. Et une petite phrase un peu conclusive que c'était donc nous, Jean-Michel Lucas, chez nous, qui avait fait la remarque enfin, et qui dit que finalement, les droits culturels, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, et que ce sont aux politiques culturelles, donc, et aux maires et aux gens de ce genre-là, qui normalement ont l'obligation de l'appliquer, et que c'est surtout eux qui sont mis en question dans ce genre
de questionnement et de donc, droit culturel. Voilà, c'est à peu près tout. Ce qui était très intéressant, c'était cette remarque que ça ne doit pas nous inquiéter, nous, ça doit inquiéter les élus, qu'ils doivent les appliquer, puisque c'est la loi, car nous les appliquons déjà dans nos démarches et dans nos pratiques. Et ça, je trouvais que c'était une super... un côté positif sans enlever les critiques ou les craintes et tout ça. Ça remet un peu en place, c'est pas à nous de se préoccuper de la profondeur du sens, etc., des droits culturels. Nous, et de la personne, nous, on le fait déjà. Et on finit avec une chanson, donc. Vas-y. Mais c'est s'excuser. Je rigole. Ciao, pardon. Alors merci beaucoup Loredana et Stéphane. Si vous avez de plus amples questions au sujet des droits culturels, il y a un mémoire de Vanessa Béraud qui est ici présente et qui est vraiment très bien fait sur le sujet de droits culturels et art de la rue. Voilà. Vous pouvez contacter la fédération si ça vous intéresse. Ou Vanessa qui est ici présente. Je vais balancer. Moi, je vais faire un petit peu plus rapide sur l'état d'urgence. Donc, je vais vous faire un petit rapport rapide de tout ce qui s'est dit dans les différents groupes au sujet de l'état d'urgence. Déjà, un constat, c'est que l'état d'urgence, normalement, c'est quelque chose qui est court et qui est ponctuel. Et en fait, on se rend compte que, non, en fait, ça va devenir la règle. Donc, en fait, à partir de ce constat, comment on agit, quoi. Il a été dit par Laura, je crois que en fait, l'état d'urgence était un accélérateur d'un risque qui planait déjà en fait, sur la profession de la limitation des possibilités de s'exprimer dans l'espace public. Pardon. Et donc, en fait, on a juste affaire à un critère de plus qui va permettre à des élus en fait, d'annuler des manifestations. Voilà. Donc, attention au risque d'autocensure, il y en a plusieurs qui ont dit nous déjà on prend sur nous pour ne pas traiter de sujets qui font trop peur, on prend sur nous pour ne pas utiliser de sons qui fassent peur au public parce qu'on sent qu'avec toutes ces mesures de sécurité on a déjà affaire à un public qui est sous pression, donc il y a déjà un phénomène d'autocensure qui se met en place. Il y a aussi une problématique de coût. Évidemment, on a vu cet été avec des festivals qui ont eu des mesures de sécurité qui ont été vraiment énormément alourdies. Et les coûts liés à la sécurité devenir énormes, voire plus importants que les budgets artistiques de certains festivals. Donc là, il faut vraiment se poser la question. Et il y en a qui ont dit que ça serait bien que ce soit les collectivités qui prennent en charge ces surcoûts, mais on sait que les collectivités elles payent déjà les festivals. Donc quelque part, c'est sûrement pas très... Pas très facile. Quels sont les outils dont on dispose, nous, par rapport à ce qui est en train de se passer ? Déjà, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une commission interministérielle avec le préfet Végel, donc qui doit traiter, qui doit faire des préconisations qui vont être envoyées aux élus au préfet, excusez-moi, qui vont être envoyées au préfet pour donner donc des préconisations de qu'est-ce que doivent mettre en place les directeurs d'événements les préfets pour protéger les risques d'attentats. Nous, on a juste rappelé, en fait, il a été rappelé dans chaque groupe que cette circulaire, ça allait vraiment être uniquement des préconisations et que nous, la profession, on se devait d'être informés que c'était uniquement des circulaires et que notre premier moyen d'action, c'était de ne pas céder à ça, en fait, de ne pas céder à ce qu'on allait nous dicter. Je vais tout de suite faire appel à Laetitia puisqu'il a été proposé par certains groupes. Je ne sais pas si c'est Laetitia ou Alex. Ouais. Il a été proposé en fait par certains groupes de faire un courrier en fait, puisque la prochaine commission interministérielle elle va se rassembler bientôt et du coup, on a notre petit mot à dire sur ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qui soit inscrit dans cette circulaire en fait, et surtout sur ce qui ne soit pas inscrit. Et donc, en fait, le groupe dans lequel j'étais a été assez... L'idée, c'était de se dire que la négociation, on était déjà très tard dans la négociation et qu'il fallait qu'on agisse de façon un peu musclée, tout au moins une première action immédiate, pendant que toute la profession était réunie, et donc de profiter que tout le monde soit là pour agir sur quelque chose. Donc on a tourné un peu en rond, tout ça, et on s'est dit, on va faire une adresse directement au président de la République
sur le fait, sur une revendication qui va mettre le curseur. Et ça, il ne faut pas que tu filmes, Jean-Luc, parce que justement, c'est le off, ça. Donc de mettre le curseur, d'avoir un point de vue avec un curseur qui nous permette ensuite d'avoir une discussion et de rester dans une position radicale en tant que fédé, quoi. Donc on a proposé de faire une lettre presque sous forme de communiqué de presse, mais comme il fallait agir vite pour pouvoir vous la soumettre aujourd'hui, hier soir on s'est réunis à 4-5 pour pouvoir l'écrire. Ça a été un peu laborieux entre la fatigue, l'alcool, le bruit, même Valérie a craqué, que je l'avais encore jamais vu craquer, mais à un moment donné, elle a dû partir fumer une clope parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais on a quand même réussi à sortir un bout de machin. On l'a relu ce matin dans un autre état. On n'était pas sous à ce moment-là, donc on l'a relu avec un petit peu de distance. On a changé 2-3 mots dedans. Et du coup, on va vous soumettre ça à votre approbation pour qu'on puisse revendiquer que c'est la parole de la profession qui s'est réunie à cette UB, qui va être envoyée au président de la République. Tu nous la lis ? Je vais vous la lire parce que en fait, le temps qu'on branche tout ça, le machin, voilà. Donc je vous la lis. Monsieur le Président, réunis à La Rochelle dans le cadre de notre 7e université buissonnière, nous, professionnels des arts de la rue, exprimons notre vive inquiétude et notre indignation face aux restrictions que subit la liberté de création dans l'espace public. Deuxième pratique culturelle des Français en termes de fréquentation, les arts de la rue se fondent sur des valeurs de partage du sensible, de libre circulation, de convivialité. Vouloir les enfermer dans des espaces aux dispositifs clos et anxiogènes est un déni de notre histoire. Nous comprenons la nécessité de fournir des préconisations aux collectivités territoriales, mais des mesures liberticides et inefficaces pénalisent toute une profession et surtout les habitants. Cultiver les échanges et la relation, construire de l'imaginaire collectif, nous semble l'une des meilleures réponses à ce qui menace nos libertés. Nous sommes des professionnels responsables, habitués à composer avec les impératifs de sécurité inhérents aux arts dans l'espace public, aptes à gérer des événements à grande échelle. Nous avons les savoir-faire nécessaires à l'organisation et au bon déroulement de toute taille, respect de la réglementation, expertise technique, accueil des personnes, gestion de la circulation et du stationnement, etc. Nous l'affirmons, nos libertés ne sont pas négociables, nous ne jouerons pas derrière des barrières. Donc, en fait, ce texte, on vous le soumet à votre approbation. Je vous propose qu'on vote, et puis on aura une espèce de soit majorité d'un côté ou d'un autre, mais qui nous donne, entre guillemets, une espèce de mandat pour parler en votre nom derrière ce texte-là, envoyé au président de la République. Évidemment, copie au ministère, à la ministre de la Culture, copie au ministre de l'Intérieur et copie au préfet Viegel. Voilà, donc est-ce que vous êtes pour que nous envoyions ce courrier tel quel ? Ah oui, tes questions, mais là ça va rentrer dans un débat. Bon. Ah oui. Ah bon, bah, ça va être la démocratie alors. D'accord, on débat pas. Mais il faut bien replacer dans le contexte quand même. C'est les droits culturels, quoi, voilà. Voilà, bon. Alors Michel, merci d'être très pédagogique dans ta question, parce que tu as rédigé avec nous ce texte hier soir. Et donc je comprends que tu soulèves les questions que les autres... Mais je vais y répondre. Je vous rappelle que ce courrier est un courrier qui doit nous situer dans l'espace de discussion qu'on va avoir et qu'on a avec l'État. Donc on a choisi d'aller dans une forme de radicalité pour pouvoir essayer, entre guillemets, s'il y a une négociation, de tourner autour de cette question, de ne pas jouer derrière des barrières, pour ne pas avoir à discuter d'autre chose. Point. C'est une position qu'on a prise hier soir, en se disant on va mettre le curseur là, pour que la négociation, elle tourne autour de ce curseur-là, et qu'on ne retourne pas au centre pour négocier plus encore en plus bas. C'est pour ça qu'on a pris cette décision. Mais après, évidemment, chacun de vous sera libre de... C'est un appel qu'on fait au président. J'ai répondu, Michel ?
Mais parce que en fait, le rapport doit être rendu avant qu'il y ait eu un changement de présidence. Et il va être rendu logiquement courant février. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et que si le curseur, entre guillemets, des discussions qu'on va pouvoir avoir, c'est maintenant qu'il faut qu'on les pose. Après, ce sera une autre présidence, ce sera autre chose. Peut-être que... Mais le rapport, il sera rendu avant la fin de sa présidence. En fait, l'idée... À qui ? Oui, mais ça, on pourra toujours le faire. L'idée, c'est que comme le rapport, avant que le gars qui a quasiment fini de rédiger son rapport sans doute, ou qui est en cours, avant qu'il sorte, que ça puisse quand même permettre d'édulcorer un certain nombre de choses, quoi. C'est... voilà, c'est quand même... Et puis nous, on le sort là à une période où les événements qu'on organise sont tellement à dimension plutôt locale. On n'est pas encore dans des grands rassemblements, donc c'est aussi le moment de le faire. On va faire Maxime, puis Alain-François, et après Et Nicolas. et on passe Tilly. au vote. C'est parti. Sachant que c'est vraiment, par exemple, là, l'intervention, elle est super, mais ça veut dire que le courrier, il est déjà acté. Tu vois, donc juste, est-ce qu'on peut se concentrer sur le fait que, oui, non, le courrier... On vous le soumet. Voilà, on vous le soumet. Tu donnes ma voix. Oui, vas-y, vas-y. Oui, mais là, on a profité qu'on soit bien dans une université professionnelle. Hein. Donc, on parle bien de cet endroit-là. C'est ça que je veux dire. Et les cartes postales cet été étaient déjà adressées au président de la République sur les urgences. Je suis désolé, j'ai un train à prendre. Si quelqu'un peut m'envoyer un SMS pour savoir si ça a été voté, vraiment, ça me ferait super plaisir. J'aurais aimé le voir, mais bon, voilà. Merci, bonne fin d'université. Les cartes postales envoyées, adressées au président de la République cet été étaient par rapport à l'état d'urgence. Nommément, c'était la première chose que la fédération a demandé au président de la République cet été. Alain ? Ok. Ça marche. Des questions, des interventions sur le courrier ? Oui, il y a déjà beaucoup de rendez-vous. D'ailleurs, ta voisine derrière toi était Peggy, Serge, voilà, ont été pas que, hein, mais je ne vais pas citer tout le monde, ont été au rendez-vous, ont essayé d'être dans le dialogue, dans ce dialogue inédit entre des acteurs culturels face à un préfet, donc quelqu'un qui est de l'intérieur. Il y a des contributions écrites qui ont été envoyées et transmises. Voilà, après, on peut encore croire que ce dialogue soit réellement un dialogue, ou on peut faire le deuil. Peggy, tu veux peut-être compléter ? On vote. Dernière question, je crois que c'était Philippe. Ah non ? Ok. Ça marche. On passe au vote ? Ok, alors, pour le courrier, pour avoir donc l'aval et le mandat pour pouvoir envoyer ce courrier au président de la République, levez les mains, ceux qui sont donc pour.
Ok. Qui s'abstient? Qui sont contre? Et donc, la profession réunie à l'Université Buissonnière enverra donc ce courrier au président de la République. Pour suivre ce dossier, on vous invite du coup à rester connectés. Je crois, Peggy, tu vas peut-être pouvoir confirmer que les préconisations du préfet Végel, donc en question, seront données fin mars. Ok, bon en tout cas, ça va être très rapide, donc on se tient au courant par la suite. Et l'idée, c'est que la profession reste bien connectée et qu'on continue à se donner des outils les uns aux autres, des informations pour avoir des arguments, pour pouvoir continuer à organiser nos événements comme on l'entend et dans la plus grande liberté possible. Vous pouvez solliciter la fédération évidemment pour ça. Je vais passer tout de suite la parole au troisième sujet qui était le 1% travaux publics. Alors donc, moi je vais vous détailler le sujet qui a été développé ce matin dans le dernier atelier, donc sur le 1% de travaux publics. Alors dans chaque groupe, on a à chaque fois assisté bien sûr, comme avec les référents, à des explications sur ce qu'étaient à chaque fois, donc là les travaux publics mais aussi les droits culturels. À chaque fois il y a des gens qui ont eu besoin d'éclairage sur ces notions. Ensuite je sais que dans le groupe 3, on a séparé notre groupe en 4 groupes distincts d'à peu près 6 personnes et on a développé des thématiques qu'ensemble après on a jugé intéressant de vous restituer. Le premier groupe notamment avait pour thématique faire naître le désir, c'est-à-dire comment faire naître le désir dans les collectivités, comment susciter on va dire chez les élus ce désir. Donc au-delà on a souligné un risque d'instrumentalisation. Mais au-delà, je vais vous livrer un peu les idées qui ont été développées dans ce premier groupe. Déplacer les diagnostics sur les territoires et les quartiers. Des diagnostics qui doivent donc être faits en amont et autrement qu'avec des politiques. On a souligné à chaque fois l'implication, bien sûr, des artistes dans ce genre de décision. Après, oui, je me souviens que ce groupe avait développé l'idée d'artistes qui créent, on va dire, presque en permanence dans un espace public, ce qui signerait un peu la fin des festivals. Bon, vous en faites ce que vous voulez de cette information. On avait aussi développé une notion intéressante, celle de la ville du futur, de territoire du futur, on va dire, avec une idée de préparer certaines villes au spectacle vivant. Certains ont évoqué, par exemple, l'idée d'un mobilier urbain. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot adapté, d'un mobilier urbain utilisable, on va dire. N'hésitez pas à me dire si ce n'était pas clair. On retranscrit comme on peut. Le deuxième groupe avait développé l'idée... Ah oui, c'est ça, oui, merci, désolé. Sur la ville du futur, il y avait plusieurs idées qui avaient été développées, notamment une notion assez intéressante, celle d'artiste municipal. On a vu plusieurs exemples comme ça, effectivement. Je crois que c'était l'exemple de Bordeaux, où on signalait qu'il y avait parfois c'était dans l'Opéra de Bordeaux, beaucoup d'artistes financés par la municipalité, et ils avaient proposé aussi que ce thème soit élargi aux arts de la rue. Non, c'était pas, voilà. Donc si j'ai rien oublié, le groupe numéro 2 était plutôt sur la gestion et la gouvernance des compétences, donc toujours dans le cadre du 1%. Et là, il y avait eu 3 propositions. Soit on s'appuie sur l'existant, c'est-à-dire maître d'ouvrage, maître d'œuvre, DRAC, conseiller, société civile, pour finaliser un choix. Soit on met en place aussi un fonds collectant l'ensemble de l'argent. Après, il y a eu évidemment plein de questions qui sont développées sur est-ce que c'est un pot commun, est-ce qu'il y a une redistribution, et dans ces moments-là, évidemment, dans quel cadre elle peut être mise en place. Et un troisième scénario qu'on a jugé intéressant de vous restituer, hors 1%, ce serait les collectivités qui lanceraient un appel d'offres de marché public. Et donc, dès le départ, en fait, la démarche artistique serait reprise, serait inclue dans ce projet.
Donc en fait, l'argent suivrait le projet du début à la fin. Et finalement, ce serait le maître d'œuvre qui aurait la charge de ce 1% dans le projet de départ. Je ne sais pas si c'est très clair, si c'est ce qui a été dit. Alors à chaque fois, évidemment, dans les solutions qui étaient apportées à toutes ces problématiques, il y avait l'importance du dialogue, surtout avec les élus. L'utilisation d'un vocabulaire commun, parler au nom d'une profession, évidemment, et non en son propre nom. On avait aussi une idée que j'avais bien aimée. Si on peut avoir une lecture urbanistique d'un espace public, pourquoi pas avoir une lecture poétique de ce même espace. Voilà, ensuite, le troisième groupe devait détailler sur tous ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences qui exigent, on va dire, la mise en place du 1% travaux publics. Et notamment, ça va être des métiers en lien avec l'urbanisme. Donc certains se sont dit, est-ce que l'artiste devient urbanisme? Mais d'autres ont apporté l'idée justement de nouvelles professions avec lesquelles les arts de la rue pourraient travailler. Donc des cabinets d'études, des urbanistes. Et donc peut-être toute une médiation qui pourrait être mise en place entre maître d'œuvre et artistes. J'essaye de rien oublier dans ce qui a pu être dit. Non, je pense que si je n'ai rien oublié, le troisième groupe avait travaillé sur une notion, la trace en fait, la trace de ce 1% des travaux publics, qui est presque à opposer finalement à celle donc dans laquelle vous avez tous dû parler, du 1% artistique, qui a déjà été mis en place, et dont la trace a été jugée bien plus pérenne. Donc à partir de là, dans le 1% de travaux publics, là, se pose la question d'une trace qui n'est pas toujours très visible. Notamment par exemple sur les projets de grande ampleur. Après, certains ont dit que cette trace, ça pouvait être une émotion partagée, que des élus aussi pouvaient assister à des spectacles qui peuvent être mis en place dans le cadre de ce 1% travaux publics. On avait aussi l'exemple, je me souviens de ces barres d'immeubles qu'on peut détruire, et après, certains artistes avaient pour l'habitude, par exemple, de prendre en photo les visages de ces gens qui vivaient dans les barres d'immeubles détruites, et à partir de là se poser la question aussi d'une sorte d'instrumentalisation, d'être prudent quant à la justification de la démarche artistique, qu'elle ne rentre pas dans une sorte de justification, de glorification justement de ces fameux travaux publics, qu'elle devrait rester suffisamment indépendante. Je pense que c'était ça. Voilà, donc à la fin, on avait évoqué, donc toujours dans la trace, la difficulté à chiffrer un travail qui est parfois invisible, qui va être fait de relations humaines, donc invisible et pas forcément, évidemment, très précieux. Donc finalement, le secteur des arts de la rue n'est pas toujours habitué à fournir des éléments dans le domaine des travaux publics. Donc là aussi, on rejoint la thématique de tous ces nouveaux métiers avec lesquels il va falloir travailler. Merci Antoine. Et enfin, le dernier groupe qui a travaillé sur les sauts d'AREP. Voilà, on est désolé un peu, c'est un exercice qui est un peu long et difficile, fastidieux. Vous voyez que c'est pas facile de rapporter les idées des groupes. Il y a beaucoup de notions qui sont abordées, il n'y a pas forcément la maîtrise de tous les sujets par tout le monde. Donc voilà, encore quelques minutes, on a presque terminé. Oui, bon, je vais essayer d'être claire et concise. Donc sur les sauts d'AREP, les schémas d'orientation et de développement des arts en espace public, je pense que comme pour toutes les thématiques, on a commencé par le définir. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une méthodologie de concertation non hiérarchisée qui peut donc être initiée par n'importe qui doit se faire en toute transparence et avec des rôles bien définis, une place pour chacun. C'est quelque chose qui n'est pas encore écrit, il n'y a pas de texte, c'est pas acté, mais c'est donc en cours de construction. Et même une fois écrit, c'est pas une fin en soi. C'est un processus qui rassemble donc les collectivités, l'État et les acteurs culturels. Il peut se faire en 3 phases. Il y a d'abord une phase de diagnostic qui se rapproche de l'OPP, donc l'observation participative et partagée. Mais il y a aussi l'idée que ça ne doit pas s'arrêter à l'enquête et au recensement, mais aller plutôt vers une analyse, pourquoi pas avec un regard extérieur. Donc à partir de là, il y a l'idée de construire ensemble, en concertation, des projets et des actions, et aussi donc de définir une orientation pour les politiques publiques. Ce saut d'AREP n'est pas modélisé, donc il n'y a pas de modèle, et du coup, dans certains groupes, ça a pu paraître un peu abstrait. Et pour essayer de concrétiser, d'avoir des exemples de ce que c'est, on s'est appuyé dans mon groupe sur les Solima,
donc les schémas d'orientation et de développement pour les lieux de musiques actuelles. Et on a vu des exemples, par exemple, de concertations qui ont abouti à la création d'un fonds régional pour soutenir les labels de musiques actuelles. À partir de là, il y a des questions qui ont été soulevées. Quel rythme pour ces concertations? Comment se passe la médiation? Qui l'a fait? Avec quelle légitimité? Et à quelle échelle est-ce que ça peut se faire? Au niveau de l'échelle, puisque c'est quelque chose qui n'a pas de modèle, cette échelle reste à chaque fois à définir et elle n'est pas forcément liée au territoire administratif. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et du coup, parfois ça peut paraître très grand, c'est difficile de se réunir, mais l'idée de ce processus, c'est vraiment un cadre de bienveillance et d'écoute et de le faire aussi, de faire ce qu'on peut en toute humilité et avec ténacité, ce qui a été dit. Au niveau du rythme, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, mais qui est aussi constitué d'étapes. Et il faut à la fois développer un temps pour créer une relation de confiance et un dialogue, et en même temps savoir saisir les moments de prise de décision et d'opportunité d'action. Et enfin, au niveau du médiateur et de l'animateur pour cette concertation, c'est une question difficile au niveau des moyens qui sont donnés à l'animation. Est-ce que ce sont déjà des salariés de réseau qui le prennent en charge? Est-ce que ce sont des missions extérieures? C'est quelque chose qui est apparemment difficile à définir. Il y a aussi eu l'idée qui a émergé que c'était au fédé régional du coup, de s'en emparer et d'aider à la mise en place des SODAREP dans les différents territoires. Mais aussi qu'il n'y avait pas besoin d'attendre la circulaire sur le SODAREP pour commencer à mettre en place le processus, que c'est des choses qui pouvaient déjà s'amorcer et qui le font déjà d'ailleurs dans certains endroits. En tout cas, ce cadre peut faciliter les échanges avec les élus. Et certains pensent aussi que c'est bien d'avoir cette méthodologie. Voilà. Certains non, mais certains si. Et dans tous les cas, comme c'est quelque chose qui est à définir et que ça va rester, même une fois écrit, un processus, une forme de concertation, ça reste incertain. Et il faut aussi accepter d'aller vers cet incertain, vers quelque chose qu'on ne connaît pas et d'entrer dans quelque chose qui reste toujours à construire. Et on a terminé dans mon groupe sur un petit rappel que du coup, SODAREP, c'est art de la rue, oui, mais aussi art en espace public. Et l'idée que c'était toujours une ouverture sur tous les acteurs du coup, culturels de l'espace public et qu'il fallait continuer à travailler dans ce sens-là, sur la transversalité et s'accompagner mutuellement dans ces réflexions. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup.